Une femme pauvre s'arrête, choquée, devant la cage du zoo. À l'intérieur, un millionnaire sale et blessé supplie qu'on l'aide. Elle le regarde dans les yeux et crie « C'est l'homme que j'ai perdu il y a des années !» Mais quand on révèle qui l'a enfermé, le monde se tait. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Le soleil frappait durement les rues de Marseille en ce samedi matin. Isabelle Naissance, injusta, le foulard coloré sur sa tête, tout en marchant rapidement dans les ruelles du Vieux-Port. À 32 ans, elle portait sur son visage les marques d'une vie de lutte et dans son cœur, la force que seule une femme méditerranéenne connaît. Ses pas étaient fermes, mais ses pensées vagabondaient au loin tandis qu'elle se dirigeait vers le marché qui se tenait sur la place principale. Les factures impayées, son emploi à mi-temps dans la sandwicherie du quartier et la petite chambre louée dans la banlieue de la ville composaient sa réalité, si éloignée des rêves qu'elle avait nourris dans sa jeunesse. Pourtant, Isabelle gardait une lueur particulière dans le regard, une étincelle d'espoir alimentée par un souvenir que le temps n'avait pas réussi à effacer. « Aujourd'hui sera différent », murmura-t-elle pour elle-même en ajustant son sac en paille sur son épaule. « Aujourd'hui, je vais réussir à vendre tous les bracelets. » Le marché du samedi dans le centre historique était son refuge et son espoir. Là, entre les étals colorés, les musiciens de rue et le va-et-vient des touristes, Isabelle vendait des bijoux artisanaux qu'elle fabriquait dans les premières heures du matin, après être rentrée épuisée du travail. Ses mains calleuses transformaient perles et fils en petites œuvres d'art qui racontèrent les histoires de la culture provençale. En arrivant sur la place, l'affluence était plus importante que d'habitude. Un attroupement formait un cercle autour de quelque chose qu'Isabelle ne parvenait pas à distinguer. Curieuse, elle s'approcha équilibrant sa boîte d'artisanat. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle à une dame qui observait attentivement la scène. « C'est une performance, ma petite. Ils disent que c'est un artiste célèbre de Paris. Il est là-dedans, dans une cage dorée, faisant semblant d'être un homme prisonnier du système, ces choses modernes, vous savez ?» Isabelle sentit un frisson parcourir son échine. Quelque chose dans cette description l'attira inexplicablement. S'ouvrant délicatement un chemin à travers la foule, elle réussit à se positionner à l'avant. Ce qu'elle vit fit battre son cœur comme cela ne lui était plus arrivé depuis des années. Au centre de la place, une structure métallique dorée en forme de cage abritait un homme. Il portait un costume impeccable, avait les cheveux bien coupés et une expression sérieuse, presque indifférente aux dizaines de regards curieux. Autour de la cage, des panneaux expliquaient qu'il s'agissait d'une critique sociale des prisons invisibles de la société moderne. Mais Isabelle ne pouvait pas lire ces explications. Ses yeux étaient fixés sur l'homme, sur ses traits, sur la façon dont ses mains tenaient un petit livre. Le monde autour d'elle sembla soudain complètement silencieux. « Claude ?» Le nom s'échappa de ses lèvres comme une prière longtemps gardée. L'homme dans la cage leva les yeux, rencontrant les siens pendant un instant. Il n'y avait aucune reconnaissance dans son regard, seulement la curiosité polie de quelqu'un qui est observé par une étrangère. « Claude Travers !» répéta-t-elle, plus fort cette fois, s'approchant de la structure métallique. « Mon Dieu, c'est vraiment toi !» Quelques personnes autour commencèrent à l'observer avec étonnement. Un agent de sécurité fit un pas dans sa direction. « Madame, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas toucher l'installation », avertit-il. Mais Isabelle semblait ne pas entendre. Ses mains tremblaient et des larmes commençaient à se former dans ses yeux. « Tu ne me reconnais pas? C'est moi, Isabelle. Nous étions... » L'homme dans la cage parla enfin, sa voix grave et éduquée coupant le murmure qui commençait à se former. « Je suis désolé, madame, mais je crois que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Mon nom est Claude Montfort, pas Travers. » Un agent de sécurité plus robuste s'approcha, tenant fermement le bras d'Isabelle. « Allons, madame, vous perturbez l'exposition. »« Non, attendez !» protesta-t-elle, essayant de se libérer. « Claude, regarde-moi, c'est Isabelle, du jardin des Manguiers. Nous avons grandi ensemble, tu ne te souviens pas? Avant l'accident, avant que tu ne disparaisses, quelque chose dans le ton désespéré de sa voix fit se lever l'homme à l'intérieur de la cage. Il s'approcha des barreaux dorés, étudiant, son visage avec plus d'attention. « Comment avez-vous dit que vous vous appeliez ?»« Isabelle. »« Isabelle Naissance. » Un pli de concentration se forma entre les sourcils bien dessinés de l'homme.
Pendant une seconde, quelque chose sembla vaciller dans ses yeux. Une ombre de doute, peut-être un fragment de mémoire tentant d'émerger. « Je suis vraiment désolé, mais je ne vous connais pas. Vous devez me confondre avec quelqu'un qui me ressemble beaucoup. » L'agent de sécurité tira Isabelle avec plus de force, l'éloignant de la cage. Elle se laissa entraîner, étourdie, tandis que sa boîte d'artisanat tombait au sol, éparpillant des bracelets colorés aux pieds, des curieux. « Il ne se souvient pas de moi, murmura-t-elle pour elle-même, en se baissant pour ramasser son travail. Comment peut-il ne pas se souvenir? Une jeune femme s'accroupit pour l'aider à ramasser les bracelets. « Vous allez bien? Vous connaissez vraiment Claude Montfort ?» Isabelle leva les yeux, encore embuée. « Je le connais. Ou je le connaissais, il y a longtemps. » La jeune femme semblait intriguée. « Savez-vous qui il est aujourd'hui? » ?»« Non, qui est-il? » ?»« L'un des hommes d'affaires les plus riches de Paris, héritier du groupe Montfort. On dit qu'il possède des milliards. Cette performance fait partie d'un projet sur la conscience sociale ou quelque chose comme ça. » Isabelle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le garçon simple de son quartier, son premier amour, était maintenant un magnate? Comment était-ce possible? « Depuis combien de temps vous connaissez-vous » demanda la jeune femme, lui, rendant les derniers bracelets. « 12 ans, nous étions tout l'un pour l'autre jusqu'au jour de l'accident. » La curiosité de la jeune femme augmenta. « Quel accident ?»« L'accident à la plage de Cassis. Il a disparu en mer. On n'a jamais retrouvé. » Isabelle ne put terminer sa phrase. Tout le monde a pensé qu'il avait... À ce moment, elle sentit une présence derrière elle. En se retournant, elle se retrouva face à un homme en costume sombre, à l'expression sérieuse. « Mademoiselle Naissance, Monsieur Montfort aimerait s'entretenir avec vous. En privé, veuillez me suivre, s'il vous plaît. » Le cœur d'Isabelle s'emballa. Elle regarda vers la cage dorée maintenant vide. La performance était terminée et le public commençait à se disperser. Les jambes tremblantes, elle suivit l'homme à travers la foule. Ils furent conduits vers une ancienne maison restaurée, un de ces hôtels particuliers historiques du Vieux-Port transformé en centre culturel. Dans une salle à l'arrière, éclairée par la lumière qui entrait par des fenêtres d'époque, il était là. Claude Montfort l'observait avec un mélange de curiosité et de méfiance. Debout, sans la cage dorée autour de lui, il semblait encore plus imposant. Son costume bleu marine sur mesure contrastait avec la simplicité des vêtements en coton qu'Isabelle portait. « Vous pouvez nous laisser seuls, Raphaël, » ordonna-t-il, au garde du corps, qui acquiesça et sortit en fermant la porte. Un lourd silence remplit la pièce. Isabelle sentait son cœur battre contre sa poitrine. C'était lui, sans aucun doute. Les mêmes yeux verts, le même menton fort, la même posture, plus âgé, plus sophistiqué, mais incontestablement le Claude qu'elle avait aimé. « Comment? Connaissez-vous mon nom? Mon ancien nom ?» demanda-t-il finalement, sa voix contrôlée mais avec une note d'inquiétude. « Parce que je te connais depuis que nous étions enfants, Claude. Nous avons grandi ensemble au Jardin des Manguiers, un quartier modeste en périphérie de Marseille. Ta mère, Madame Clotilde, vendait des crêpes au marché. Ton père travaillait au port. Tu avais une petite cicatrice ici. » Elle indiqua son propre coude. « Quand tu es tombé du figuier de Monsieur Albert. » Le visage de Claude pâlit légèrement. « Comment savez-vous cette cicatrice? J'ai cette marque, mais personne ne sait. Comment je l'ai obtenue? Pas même mes parents. » « Tes parents ?» questionna Isabelle. « Tu veux dire François et René Montfort? Ce ne sont pas tes parents biologiques, Claude. Ils t'ont trouvé après l'accident, quand tu as perdu la mémoire. » Claude passa sa main dans ses cheveux visiblement perturbés. « C'est absurde. Je suis Claude Montfort. J'ai grandi à Paris. J'ai étudié dans les meilleures écoles. J'ai obtenu mon diplôme en administration aux États-Unis. J'ai des documents, des photographies, des souvenirs. » « Des souvenirs d'avant tes 20 ans ?» demanda doucement Isabelle. Il hésita, et cette hésitation disait tout. « Mes parents m'ont dit que j'avais subi un traumatisme à l'adolescence, que j'avais perdu quelques souvenirs, mais ce n'était pas à l'adolescence, Claude. C'était à 20 ans, et ce n'était pas quelques souvenirs. C'était toute ta vie jusqu'alors. » Claude recula de quelques pas, comme si les paroles d'Isabelle étaient un coup physique. Pendant un moment, elle aperçut sur son visage ce garçon qu'elle avait connu, vulnérable, confus, effrayé. « C'est impossible, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. «
J'ai toute une vie de souvenirs avec ma famille. Des souvenirs qui commencent à partir de tes 20 ans, insista doucement Isabelle. N'est-ce pas vrai? Un silence pesant s'empara de la pièce. Par la fenêtre ouverte, on pouvait entendre les sons lointains du marché. Musique, voix, vie pulsant dans les rues. Historique de Marseille. À l'intérieur de ces murs, cependant, le temps semblait suspendu entre deux mondes, celui que Claude connaissait et celui qu'Isabelle affirmait être vrai. « Comment puis-je vous croire ?» demanda-t-il finalement, retrouvant une partie de sa composition. « N'importe qui pourrait avoir fait des recherches sur moi, sur ma cicatrice. Je suis une figure publique. Demande-moi n'importe quoi sur toi, sur nous. » Les yeux de Claude se durcirent. « Il n'y a pas de nous. »« Il y en a eu un, » répondit Isabelle, la voix chargée d'émotion. « Et tu le sais, il y a quelque chose. En toi qui reconnais ma voix, mon visage, je peux le voir dans tes yeux. » Un coup à la porte interrompit la conversation. Raphaël, le garde du corps, passa la tête à l'intérieur. « Monsieur Montfort, votre fiancé est au téléphone. Cela semble urgent. » Claude regarda sa montre et fronça les sourcils. « Dites à Amélie que je la rappellerai bientôt. » Quand ils se retrouvèrent à nouveau seuls, l'homme d'affaires semblait avoir complètement récupéré sa posture professionnelle. Distant, contrôlé. « Mademoiselle Naissance, j'apprécie votre conviction, mais j'ai des engagements incontournables à Paris. Si vous croyez vraiment à ce que vous dites, je vous suggère de préparer une sorte de preuve concrète. Mon avocat pourra l'analyser. » Il sortit une carte de la poche intérieure de sa veste et la tendit à Isabelle. « Voici mon contact professionnel. Mon assistant fera un premier tri. » Isabelle ne prit pas la carte. « Je n'ai pas besoin de parler à ton assistant. Ou à ton avocat. J'ai besoin de parler à toi, Claude Travers, au garçon qui a écrit nos noms sur ce figuier au bord de la plage de Cassis, au jeune homme qui m'a promis qu'il reviendrait de la mer. » Un éclair traversa le regard de Claude, quelque chose de primitif, d'instinctif. Il porta la main à sa tempe comme s'il ressentait une douleur soudaine. « Figuier ?» murmura-t-il, presque inaudible. Isabelle fit un pas en avant, pleine d'espoir. « Oui, le grand figuier près du kiosque de Monsieur Manuel. Tu gravais nos noms chaque année, le 15 novembre. Pourquoi cette date? C'était l'anniversaire de notre premier baiser. Tu avais 15 ans, j'en avais 14. Nous revenions de l'école, il pleuvait, et nous nous sommes abrités sous cet arbre. » Claude ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, ils semblaient plus sombres, comme si une tempête se formait en eux. « Je rêve de pluie, » dit-il, la voix basse. « Depuis des années, toujours le même rêve. Je suis sous un grand arbre, la pluie tombe autour, mais ne me mouille pas. Et je ressens la paix, comme je ne l'ai jamais ressentie éveillée. » Les larmes qu'Isabelle contenait roulèrent finalement sur son visage. « Ce n'est pas un rêve, Claude, c'est un souvenir. » Il secoua la tête, comme s'il essayait de clarifier ses pensées. « C'est de la folie. Je dois retourner à Paris. J'ai une entreprise à gérer, des fiançailles à planifier. Et si je pouvais le prouver? Et si je t'emmenais jusqu'à ce figuier, te montrer nos noms gravés ?» Quelque chose dans son ton, dans la conviction absolue qui émanait de chaque mot fit hésiter Claude. « J'ai un agenda chargé. Impossible. 1 heure. C'est tout ce que je demande. 1 heure de ton temps pour voir le figuier. Si j'ai tort, je ne te chercherai plus jamais. » Claude consulta sa montre à nouveau, un geste automatique qui trahissait sa nervosité. « Impossible aujourd'hui. J'ai un avion à prendre dans 3 heures. Demain alors, tu peux reporter ton voyage d'1 journée. Et pourquoi ferais-je cela? Pourquoi risquerais-je ma réputation, mon travail, pour une histoire absurde ?» Isabelle le regarda, ses yeux, bruns ne quittant jamais les siens. « Parce que tu ne dors pas bien depuis 12 ans, parce que tu sens qu'il te manque quelque chose de fondamental, même en ayant tout ce que l'argent peut acheter. Parce que ce rêve avec la pluie est le seul moment où tu te sens vraiment en paix. » Les mots touchèrent Claude comme des flèches précises. Pendant un long moment, il la fixa simplement, comme s'il voyait un fantôme. Puis, lentement, il acquiesça. « 1 heure, demain à 10 heures du matin. Envoyez l'adresse exacte à l'email sur cette carte. Mon chauffeur nous y conduira. » Isabelle accepta finalement la carte, ses doigts effleurant légèrement les siens lors de l'échange. Le bref contact sembla envoyer un courant électrique à travers le corps de Claude, qui recula instinctivement. « À demain alors, dit-elle,
rangeant la carte dans son sac simple. « À demain, Isabelle. » Alors qu'elle était déjà à la porte, Claude l'appela. « Attendez, comment s'appelait ma mère déjà? Ma vraie mère, selon vous? » Clotilde. Clotilde Travers. Elle faisait les meilleures crêpes à la noix de coco du marché. Du jardin des Manguiers. Elle disait que le secret était dans la consistance de la pâte et l'amour dans la préparation. Claude acquiesça lentement, comme s'il enregistrait chaque détail. « Merci. Vous pouvez partir maintenant. » Quand la porte se referma derrière Isabelle, Claude s'effondra sur la chaise la plus proche. Sa tête battait. Des fragments d'images déconnectés traversèrent son esprit, le son des vagues se brisant sur la plage, des rires d'enfants, l'odeur douce des crêpes chaudes, une tempête en mer. Son téléphone sonna, le ramenant à la réalité. Le nom Amélie clignotait sur l'écran. « Salut, mon amour » répondit-il, essayant de paraître normal. « Claude, où es-tu? Papa est furieux de ton retard pour la réunion en visioconférence. Les investisseurs japonais attendent depuis 20 minutes. Désolé, j'ai eu un contretemps pendant la performance. Je suis en route vers l'hôtel pour faire l'appel. » « Tu sembles étrange. Tout va bien? » « Oui, juste fatigué, Amélie. Je vais devoir rester un jour de plus à Marseille. »« Quoi? Mais notre fête de fiançailles est après-demain. Il y a 1000 détails à régler, Claude. »« Je sais. Je promets que je serai à Paris demain après-midi. C'est juste une affaire inattendue que je dois régler. » « Quelle affaire pourrait être plus importante que nos fiançailles? Que tes affaires? » Claude ferma les yeux, voyant à nouveau le visage d'Isabelle, sentant le poids de ses paroles. « Je t'expliquerai tout à mon retour, je te le promets. » Après avoir terminé l'appel, Claude resta immobile, contemplant le vide. Dans son esprit, une petite fissure s'était formée dans le mur solide de sa réalité. Et à travers cette fente, des souvenirs submergés commençaient à fuir comme de l'eau sous pression. Sur le chemin du retour vers son hôtel de luxe dans le centre historique, il ne pouvait s'empêcher de penser à la femme aux yeux tristes et déterminés qui affirmait connaître son passé. Quelque chose en elle éveillait des sensations qu'il ne parvenait pas à nommer. Nostalgie pour quelque chose dont il ne se souvenait pas avoir vécu, douleur pour une perte qu'il ne savait pas avoir subie. Dans sa chambre d'hôtel, ignorant les dizaines de messages et d'emails sur son téléphone, Claude ouvrit son ordinateur portable et tapa dans le moteur de recherche « Jardin des Manguiers Marseille ». Des images d'un quartier simple en périphérie de la ville apparurent. Rues étroites, maisons modestes, une petite place, un marché local. Rien de tout cela ne lui semblait familier, et pourtant, quelque chose dans sa poitrine se contracta à la vue de ces images, comme si un fil invisible le tirait vers cet endroit. Ensuite, il chercha. Accident plage de Cassis 2013. Parmi les résultats, un attira son attention. Jeune homme disparu pendant une tempête à Cassis. L'article était court, d'un journal local. Claude Travers, 20 ans, habitant du Jardin des Manguiers, a disparu hier lors de la forte tempête qui a frappé le littoral marseillais. Selon des témoins, le jeune homme pêchait lorsqu'il a été surpris par des vagues gigantesques. Les équipes de recherche et de sauvetage continuent à chercher, mais les espoirs diminuent à chaque heure. Attaché à la nouvelle, il y avait une photo en basse résolution. Claude approcha son visage de l'écran, sentant son cœur s'accélérer. Sur l'image décolorée, un jeune homme souriait à l'objectif. Cheveux plus longs, peau plus bronzée, vêtements simples, mais incontestablement lui-même. « Mon Dieu !» murmura-t-il, se sentant étourdi. À ce moment, son téléphone sonna. À nouveau, c'était son père, François Montfort. « Fils, j'ai appris que tu vas rester un jour de plus à Marseille. Quelque chose s'est passé ?» La voix familière de François, normalement un havre de paix, semblait étrangement menaçante aux oreilles de Claude. « Rien d'important, père. Juste quelques détails du projet social que je veux régler personnellement. »« Tu es sûr ? Amélie est assez contrariée. »« J'en suis sûr. J'arriverai à temps pour la fête, ne t'inquiète pas. » Après avoir raccroché, Claude retourna à son ordinateur portable, cherchant plus d'informations. Il trouva un autre article, daté de 3 semaines après le premier. Les recherches pour le jeune homme disparu à Cassis sont officiellement terminées. La famille organise une cérémonie symbolique d'adieu. La photo montrait une femme d'âge moyen, soutenue par une adolescente en larmes. Isabelle, plus jeune, jetant des fleurs dans la mer. Claude s'assit au bord du lit, la tête entre les mains.
Le monde qu'il connaissait, son identité soigneusement, construite au cours des 12 dernières années, commençait à s'effondrer devant ses yeux. Qui était-il vraiment? Claude Montfort, l'homme d'affaires prospère, fiancé d'Amélie Poisson, héritier d'un empire financier? Ou Claude Travers, le fils d'une vendeuse de crêpes qui aimait une fille simple et avait disparu en mer pendant une tempête? Et François et René Montfort, les personnes qu'il appelait ses parents? Quel rôle avait-il joué dans cette histoire? L'avait-il vraiment trouvé après? L'accident, amnésique et vulnérable, et décidé de l'adopter? Ou y avait-il plus dans cette histoire qu'Isabelle ne savait? Claude passa la nuit éveillé, hanté par des flashs de souvenirs qu'il ne savait pas s'ils étaient réels ou fabriqués par son esprit maintenant confus. La pluie battant sur les feuilles d'un grand arbre, le visage d'une femme souriant en préparant quelque chose dans une poêle, le bruit des vagues, et toujours, dans chaque fragment, la présence d'Isabelle, son sourire, sa voix, son toucher. Quand le soleil se leva sur la baie de Marseille, Claude était déjà debout, regardant par la fenêtre de l'hôtel. La ville s'éveillait peu à peu, avec ses couleurs vibrantes et son rythme unique. Il avait pris une décision. Il devait découvrir la vérité, même si cela signifiait perdre tout ce qu'il croyait posséder. La voiture de luxe semblait déplacée dans les rues étroites de Cassis. Les habitants regardaient avec curiosité le véhicule, tandis que Claude, assis sur la banquette arrière à côté d'Isabelle, observait le paysage à travers la vitre teintée. « Tournez à droite au prochain carrefour, Marc », indiqua Isabelle, au chauffeur qui acquiesça poliment. Le contraste entre eux ne pouvait être plus grand. Claude dans son costume italien sur mesure, Isabelle avec une robe simple en coton imprimé. Lui avec une montre qui coûtait plus cher qu'une voiture populaire, elle avec des bracelets artisanaux au poignet. Deux mondes qui semblaient incompatibles et pourtant, selon elle, n'en avaient fait qu'un dans le passé. « Comment avez-vous obtenu mon email ?» Claude rompit le silence tendu qui régnait depuis qu'ils s'étaient rencontrés à l'entrée de l'hôtel. « Thomas m'a aidé. »« Thomas Ferrier, notre ami d'enfance, il travaille dans la technologie maintenant. Il a une petite entreprise de support informatique. Il a toujours cru que tu étais vivant, tu sais. » Claude fronça les sourcils, le nom n'éveillant aucun souvenir spécifique. « Tout le monde a pensé que j'avais... »« Oui, » compléta Isabelle, lui épargnant de prononcer le mot. La mer était furieuse ce jour-là. Tu étais sorti pêcher tôt le matin, comme tu le faisais toujours le dimanche. Quand la tempête a commencé, ton bateau a été vu à la dérive. Les recherches ont duré des semaines. Et comment mes parents ont-ils géré cela? Une ombre traversa le visage d'Isabelle. Ta mère ne s'en est jamais complètement remise. Elle est tombée malade quelques mois plus tard. Ton père était déjà parti des années auparavant. Parti? Il vous a abandonné quand tu avais 12 ans. Il est allé dans le nord travailler dans les mines. Il n'a jamais donné de nouvelles. La voiture s'arrêta devant une petite plage. Ce n'était pas un point touristique célèbre, juste une étendue de sable blanc avec quelques cabanes simples. Au fond, un ensemble d'arbres touffus offrait de l'ombre. « Nous sommes arrivés », annonça Isabelle. « Le figuier est là-bas. » Claude hésita avant de sortir de la voiture. Pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, il ressentit une peur réelle, non pas de la femme ou de son histoire, mais de ce qu'il pourrait découvrir sur lui-même. « Viens », l'appela-t-elle doucement, déjà hors du véhicule. « J'ai promis seulement 1 heure de ton temps, tu te souviens ?» Contre-cœur, il la suivit sur le sable. L'odeur de la mer envahit ses narines, provoquant une sensation étrangement familière de confort et d'angoisse simultanée. Ils marchèrent jusqu'à un énorme figuier, dont les branches tordues formaient une impressionnante canopée. « Ici », Isabelle pointa vers le tronc épais de l'arbre. « Vois par toi-même. » Claude s'approcha, ses chaussures italiennes s'enfonçant légèrement dans le sable. Sur le tronc du figuier, partiellement recouvert par la croissance de l'écorce au fil des ans, étaient gravés plusieurs cœurs. Dans chacun d'eux, les mêmes initiales, C plus I. « Cela ne prouve rien, murmura-t-il, mais sa voix tremblait. Cela pourrait être n'importe quel nom avec ses initiales. Isabelle sourit tristement. « Regarde plus haut, sur la 3e branche. » Claude leva les yeux, suivant l'indication. Là, presque caché entre les feuilles, il y avait une inscription plus grande. « Claude et Isabelle, pour toujours,
15-11-2010. Ses jambes faiblirent. Il s'appuya contre le tronc de l'arbre pour ne pas tomber. « C'est moi qui ai gravé ça ?» demanda-t-il, la voix étranglée. « Oui. C'était notre 4e anniversaire ensemble. Tu as dit que nous avions besoin de quelque chose de plus permanent? Que les petits cœurs. Quelque chose qui durerait aussi longtemps que notre amour. » Claude ferma les yeux. Une douleur aiguë traversa sa tête, comme si quelque chose forçait le passage à travers des barrières mentales soigneusement construites. « Je me souviens, » chuchota-t-il. « Je me souviens du son du couteau dans le bois, de l'odeur de la figue mûre tombée au sol, de ton rire quand une fourmi a grimpé le long de ton bras. » Isabelle couvrit sa bouche de ses mains, des larmes jaillissant dans ses yeux. « Tu te souviens, Claude? Tu reviens. » Il recula, effrayé par la force de ces images, par la netteté de ses sensations. « Non, ça ne peut pas être réel. Peut-être que tu m'as raconté ces détails avant, ou je n'ai jamais mentionné de fourmis, Claude, ni l'odeur des figues au sol. » Il s'éloigna de l'arbre, marchant vers le rivage. La mer s'étendait devant lui, bleue et imposante. Soudain, un autre souvenir le frappa. La sensation d'eau salée remplissant ses poumons, la lutte désespérée contre les vagues, l'obscurité, l'engloutissant. « J'étais en train de pêcher, » murmura-t-il. La tempête est arrivée soudainement. J'ai essayé de revenir, mais les vagues... Isabelle s'approcha prudemment, comme on s'approche d'un animal blessé. « Que s'est-il passé ensuite, Claude, après que la mer t'ait emporté ?» Il secoua la tête, frustré. « Je ne sais pas. Il y a un vide. Je vois seulement des fragments. Une plage différente. Des gens parlant autour de moi dans une langue que je ne comprends pas complètement. Douleur. Beaucoup de douleur à la tête. Tu as peut-être été emporté par le courant jusqu'à une autre plage, peut-être dans une autre commune. Quelqu'un a dû te trouver et te secourir. Et les Montfort, comment entre-t-il dans cette histoire ?» Isabelle hésita. « Je ne sais pas exactement, mais je crois que François Montfort était à Marseille à cette époque. Je me souviens avoir entendu parler d'un homme d'affaires parisien qui avait une maison de vacances par ici. Peut-être qu'il t'a trouvé, ou que quelqu'un t'a amené à lui. » Claude passa sa main dans ses cheveux, confus. Pourquoi n'aurait-il pas cherché ma vraie famille? Pourquoi n'y aurait-il pas eu de nouvelles d'un jeune homme secouru avec amnésie? C'est ce que nous devons découvrir. Le « nous » ne passa pas inaperçu. Claude dévisagea Isabelle, étudiant son visage. Il y avait de la sincérité dans ses yeux, et quelque chose de plus, un amour si profond et durable qu'il l'effrayait. Pourquoi n'as-tu jamais abandonné? Pourquoi t'en soucies-tu encore, après tout ce temps? Le vent agita les cheveux, sombres d'Isabelle, tandis qu'elle souriait mélancoliquement. Parce que quand on aime vraiment quelqu'un, ce sentiment ne disparaît pas. Il reste gardé, comme ces marques sur le figuier, résistant au temps et aux intempéries. Un nœud se forma dans la gorge de Claude. Quelque chose dans ces mots résonnait en lui, éveillant des émotions qu'il ne savait pas posséder. « J'ai une vie à Paris, des responsabilités, des engagements, une fiancée qui m'attend. »« Je sais, » répondit doucement Isabelle. « Je ne te demande pas d'abandonner tout cela, je voulais juste que tu connaisses la vérité. » « Et quelle est la vérité ? » Que je suis deux personnes différentes. Que j'ai vécu deux vies séparées, la vérité est que tu es Claude. Juste Claude. Avec ou sans nom de famille, avec ou sans fortune. Tu es le garçon qui a grandi en courant sur ces plages, qui rêvait d'avoir son propre bateau pour pêcher, qui aimait la mer même en craignant sa force. Il se tourna vers l'océan à nouveau, laissant la brise marine caresser son visage. Pendant un moment, il se sentit en paix, comme s'il était enfin là où il devait être. Que t'est-il arrivé, Isabelle? Après ma disparition? Elle s'assit sur le sable, indifférente à la robe simple qu'elle portait. Après un moment d'hésitation, Claude s'assit à ses côtés. J'étais dévasté, comme tu peux l'imaginer. J'ai passé des mois à venir sur cette plage tous les jours, espérant que tu reviendrais. Finalement, j'ai dû aller de l'avant, au moins dans le sens pratique de la vie. J'ai terminé le lycée. J'ai obtenu une bourse pour étudier la pédagogie à l'université. Tu as obtenu ton diplôme? Presque. Il me restait 2 semestres quand ma tante Suzanne est tombée malade. J'ai dû abandonner la fac pour m'occuper d'elle et travailler. Elle m'a élevé après que j'ai perdu mes parents, je ne pouvais pas l'abandonner. Je suis désolé. Ne le sois pas.
J'ai fait ce que je devais faire. Comme tu disais toujours, la vie nous donne la mer que nous sommes capables de naviguer. Cette phrase provoqua une autre pointe chez Claude. C'était exactement quelque chose qu'il dirait, que d'une certaine façon il savait qu'il avait déjà dit de nombreuses fois. Et jamais, jamais il n'y a eu quelqu'un d'autre. Isabelle sourit tristement. Il y a eu quelques personnes, des relations qui n'ont pas duré. Je crois que je n'ai jamais pu me donner complètement. Une partie de moi est toujours restée ici, attachée, à ce figuier, à ses souvenirs, à toi. Sa sincérité le désarmait. Il n'y avait pas de manipulation, pas d'arrière-pensée, juste une femme partageant sa vérité, aussi douloureuse soit-elle. « Je dois appeler Paris », dit brusquement. Claude, se levant. « J'ai besoin de temps pour digérer tout cela. » « Je comprends. » Il fit quelques pas en direction de la voiture, puis s'arrêta et se tourna vers elle. « Avez-vous un endroit où rester en ville, un travail, une famille ? J'ai une chambre louée au jardin des Manguiers. Je travaille dans une sandwicherie pendant la journée et je fabrique de l'artisanat pour vendre sur les marchés le week-end. Tante Suzanne est partie il y a 3 ans. » Claude acquiesça, traitant l'information. Sa vie avait été si différente de la sienne, ou de celle qu'il croyait être la sienne. « Voudriez-vous dîner avec moi ce soir ? À l'hôtel, j'ai plus de questions. » Les yeux d'Isabelle brillèrent d'un espoir contenu. « Bien sûr, à quelle heure ? À 8 heures, j'enverrai la voiture vous chercher. » Quand ils retournèrent au véhicule, le chauffeur leur ouvrit la porte avec une expression neutre, formée pour ne pas montrer de curiosité face à la situation inhabituelle. Sur le chemin du retour, Claude resta silencieux, absorbé dans ses pensées. Son esprit était un tourbillon d'émotions contradictoires, confusion, peur, colère, mais aussi une étrange sensation de soulagement, comme s'il comprenait enfin pourquoi il s'était toujours senti incomplet, même entouré de luxe et de pouvoir. En arrivant au centre-ville, Isabelle demanda à être déposée près de l'arrêt de bus. « Ne sois pas absurde. Marc peut te conduire jusqu'à chez toi. Je préfère prendre le bus, vraiment. J'ai besoin de réfléchir aussi. » Claude acquiesça, respectant sa décision. « À plus tard, alors. »« À plus tard, Claude. » En la regardant s'éloigner sur le trottoir, il ressentit une impulsion inexplicable de la rappeler, de ne pas la laisser partir. Il réprima ce sentiment, confus par son intensité. De retour à l'hôtel, la première chose qu'il fit fut d'appeler Amélie. La conversation fut tendue. « Comment ça, tu ne rentres que demain ? » « Claude, la fête est demain soir, tous les arrangements sont faits, les invités confirmés. »« Je sais, je serai là à temps, je promets. Il y a eu des complications. » Dans le projet social. Quel projet social est si important au point de risquer notre fête de fiançailles ? Papa est furieux, il dit que tu ne prends pas notre engagement au sérieux. Claude ferma les yeux, se sentant étouffé par la pression de cette vie qui semblait maintenant appartenir à quelqu'un d'autre. Amélie, fais-moi confiance, c'est important. Après avoir raccroché, il résista à l'envie d'appeler François et René. Que leur dirait-il ? Comment aborderait-il le sujet sans paraître avoir complètement perdu la raison ? Il décida de prendre une longue douche, espérant que l'eau chaude clarifierait ses pensées. Au lieu de cela, plus de souvenirs émergèrent, fragments d'une enfance simple et heureuse, la sensation de liberté en nageant dans les eaux tièdes de la Méditerranée, le goût des crêpes fraîches à la noix de coco, le visage bienveillant d'une femme qu'il savait maintenant être sa vraie mère. Enveloppé dans la serviette moelleuse de l'hôtel 5 étoiles, Claude Montfort, ou serait-ce Claude Travers, fixa son reflet dans le miroir embué. « Qui suis-je vraiment ?» L'homme dans le miroir n'avait pas de réponse. Mais pour la première fois en 12 ans, il sentait qu'il était sur le point de le découvrir. Le restaurant de l'hôtel était pratiquement vide à cette heure-là. Claude avait réservé une table discrète dans un coin, avec vue sur la baie de Marseille. Le ciel de la ville se teintait de tons orangés, tandis que le soleil commençait sa plongée vers l'horizon. Quand Isabelle arriva, ponctuellement à 8 heures, Claude se leva pour l'accueillir. Elle avait troqué sa robe simple de la journée pour une jupe longue à motifs et un chemisier blanc en coton. À ses poignets, les mêmes bracelets artisanaux. Dans ses yeux, la même détermination mêlée de vulnérabilité. « Merci pour l'invitation, » dit-elle, s'asseyant sur la chaise qu'il tira poliment. « Merci d'être venu, » répondit-il, remarquant comme elle semblait déplacée dans cet environnement luxueux,
mais conservait en même temps une dignité naturelle que beaucoup de ses connaissances, à Paris, né dans un berceau d'or, ne posséderait jamais. Un serveur s'approcha avec la carte des vins. Claude commanda une bouteille d'une étiquette française coûteuse sans consulter le prix. Isabelle examina le menu avec soin, calculant visiblement les valeurs avant de faire sa commande. « Choisissez ce que vous voulez, dit-il gentiment. C'est pour moi. » « Je ne suis pas habitué à des endroits comme celui-ci, admit-elle avec un petit sourire. La dernière fois que je suis entré dans un hôtel comme celui-ci, c'était pour livrer une commande de bracelets à une boutique de souvenirs. Vous faites vraiment ces bracelets que vous vendiez au marché? Oui, j'ai appris avec ma grand-mère. Elle était artisane aussi, travaillait principalement avec la paille et les fibres naturelles. Les bracelets sont ma touche personnelle. Le serveur revint avec le vin et nota les commandes. Quand ils furent à nouveau seuls, Claude alla droit au but. J'ai passé l'après-midi à faire des recherches, j'ai trouvé plus d'articles sur la disparition de Claude Travers. J'ai même trouvé une photo de sa mère, ou ma mère si votre histoire est vraie. Et elle me ressemble vraiment, même trait de menton, même forme des yeux. Isabelle acquiesça, lui laissant l'espace pour continuer. J'ai aussi cherché des informations sur les Montfort. François était bien à Marseille à cette époque. Il inaugurait une filiale de la banque familiale. Et cela t'a aidé à y voir plus clair? Claude but une gorgée de vin avant de répondre. Cela a rendu votre histoire plausible. Mais il y a encore beaucoup de lacunes. Pourquoi m'aurait-il emmené à Paris sans informer les autorités? Pourquoi m'aurait-il donné leur nom, créé tout un récit sur le fait que je suis leur fils? Peut-être parce qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant biologique, suggéra Isabelle. D'après ce que j'ai recherché sur eux au fil des... qu'un René Montfort a subi plusieurs traitements de fertilité sans succès. Peut-être ont-ils vu en toi une opportunité. Une opportunité? Me faire croire que j'étais leur fils? Ce serait cruel, compléta Isabelle. Oui, ce le serait. Mais les personnes désespérées font des choses désespérées, Claude. Et si tu étais amnésique, confus, vulnérable, peut-être ont-ils pensé qu'ils t'aidaient, te donnant une nouvelle vie, une nouvelle chance. Le serveur servit les plats principaux. Un poisson grillé pour Claude, une bouillabaisse pour Isabelle. L'arôme du safran et de la coriandre remplit l'air entre eux. Si c'est vrai, poursuivit Claude, si je suis vraiment Claude Travers, alors toute ma vie ces 12 dernières années a été construite sur un mensonge. Pas nécessairement un mensonge, réfléchit-elle, goûtant la bouillabaisse avec appréciation. Ta réussite dans les affaires, ton éducation, les amitiés que tu as nouées, tout cela est réel, Claude. C'est une partie de qui tu es. Devenu, il la regarda, surpris par sa générosité. Tu n'es pas en colère contre eux, pour m'avoir éloigné de ma vraie famille, de toi? Isabelle posa sa fourchette sur son assiette, pensive. J'ai traversé toutes les phases du deuil quand tu as disparu. Colère, déni, négociation, dépression. Finalement, je suis arrivé à une sorte d'acceptation. Je croyais que tu étais parti. Découvrir que tu étais vivant, même sous une autre identité, c'était comme recevoir un cadeau inattendu de l'univers. Et maintenant? Maintenant, je suis curieuse. Je veux comprendre ce qui s'est passé. Je veux connaître l'homme que tu es devenu. Claude sentit un nœud dans sa gorge. L'absence de jugement de sa part le désarmait. Je suis différent du jeune homme que tu as connu. Bien sûr que tu l'es. Je suis aussi différente de la fille que tu as aimée. 12 ans ne passent pas en vain pour personne. Ils mangèrent en silence pendant quelques instants, chacun immergé dans ses propres pensées. Dehors, les lumières de la ville commençaient à briller, se reflétant dans les eaux de la baie. « Parle-moi d'Amélie », demanda soudainement Isabelle. Claude s'étrangla presque avec le vin. « Quoi? Ta fiancée? Comment vous êtes-vous rencontrés? Que ressens-tu pour elle ?» Il posa son verre sur la table, déconcerté par la question directe. Amélie est la fille de Richard Poisson, l'un des plus grands investisseurs du groupe Montfort. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement caritatif il y a 3 ans. Elle est diplômée en mode, elle a une petite marque de vêtements de luxe, elle est intelligente, ambitieuse. Et tu l'aimes? La question flotta entre eux comme un nuage chargé. Pourquoi cela importe-t-il? Parce que si tu l'aimes vraiment, Claude, je dois respecter cela. Je ne suis pas venu ici pour détruire ta vie ou te voler à quelqu'un. Il étudia son visage, cherchant des signes de manipulation ou de fausseté. Il n'en trouva aucun.
Amélie et moi, nous avons un bon partenariat. Nos mondes s'emboîtent parfaitement. Nos familles approuvent. Cela a du sens. Cela ne répond pas à ma question, observa doucement Isabelle. Claude détourna le regard, le fixant sur les lumières de la ville. Je crois que je ne me suis jamais posé sérieusement cette question, admit-il. Notre relation a toujours semblé être la prochaine étape logique. Comme tout dans ma vie depuis que je suis devenu Claude Montfort, chaque mouvement soigneusement planifié, chaque décision mesurée par les résultats qu'elle apporterait. Et cela te rend heureux. Il la regarda à nouveau, ressentant une irritation soudaine. Le bonheur est un concept surestimé. J'ai la stabilité, un but, le succès. Tu as aussi ces rêves récurrents de pluie et d'arbres et une sensation constante qu'il te manque quelque chose. Ces paroles le frappèrent comme un coup de poing. Claude poussa son assiette sur le côté, l'appétit soudainement disparut. « Que veux-tu de moi, Isabelle? Pourquoi es-tu vraiment ici ?» Elle maintint son regard fixé sur le sien sans reculer. « Je veux que tu aies la chance de choisir, de décider qui tu veux être, avec toutes les informations en main. Je ne te demande pas d'abandonner ta vie à Paris, tes parents adoptifs, ta fiancée. Je t'offre simplement ce qui t'a été enlevé, ton passé, tes racines. Et si je ne veux pas récupérer ce passé, si je préfère continuer à être seulement Claude Montfort, alors je respecterai ta décision. Je retournerai à ma vie et toi à la tienne. Mais nous saurons que ce choix a été fait consciemment, pas imposé. » Sa sincérité le désarmait complètement. Il n'y avait pas de manipulation, pas de pression. Juste une vérité offerte, avec toutes ses complications. « Il y a autre chose que je dois te montrer, » dit-elle, ouvrant le sac simple qu'elle portait. De l'intérieur, elle sortit un petit sachet en tissu. « Cela pourrait aider tes souvenirs. » Claude accepta le sachet avec curiosité. En l'ouvrant, il trouva un petit amulette en bois sculpté, un petit bateau avec ses initiales gravées sur le côté. « Tu as fait ça pour moi lors de notre dernier anniversaire ensemble, » expliqua Isabelle. « Tu as dit que c'était pour que je me souvienne toujours que tu reviendrais de la mer, peu importe la tempête. » Les mains de Claude tremblèrent en tenant le petit objet. Un souvenir net surgit dans son esprit, lui-même, plus jeune. Concentré pendant qu'il sculptait soigneusement le bois tendre, l'odeur de sueur, le plaisir anticipé de voir le sourire d'Isabelle. « Je me souviens, » chuchota-t-il. « J'ai acheté le bois chez Monsieur Antoine, le menuisier du marché. Il m'a enseigné la technique de base de la sculpture. J'ai mis presque un mois pour le terminer, j'y travaillais chaque fois que tu n'étais pas dans les parages. » Isabelle sourit, des larmes aux yeux. « Tu te souviens de plus en plus des fragments seulement, comme des pièces d'un puzzle que je n'arrive pas à assembler complètement. Avec le temps, peut-être que tu y arriveras. » Claude garda le petit bateau dans sa poche, sentant son poids comme une ancre vers un passé qui commençait à émerger, des profondeurs de l'oubli. « Je dois retourner à Paris demain, » dit-il brusquement. « La fête de fiançailles, je comprends, mais je ne pense pas que je puisse simplement reprendre ma vie comme si rien ne s'était passé. Je dois découvrir la vérité complète, je dois confronter les Montfort. » Isabelle acquiesça gravement. « Sois prudent, Claude. S'ils ont vraiment caché ta véritable identité pendant toutes ces années, nous ne savons pas comment ils réagiront en étant confrontés. Que suggères-tu? Vas-y doucement. Observe-les avant de faire une accusation directe. Cherche des indices, des documents, n'importe quoi qui puisse confirmer ou réfuter notre théorie. » « Notre théorie, » répéta-t-il, remarquant comme il commençait déjà à penser à eux comme une unité. Le dîner toucha à sa fin et Claude insista pour raccompagner Isabelle chez elle dans sa voiture. Contrairement au matin, quand ils avaient maintenu une distance l'un de l'autre sur la banquette arrière, maintenant ils étaient assis plus près. Ils ne se touchaient pas, mais l'électricité entre eux était presque palpable. En arrivant au modeste ensemble résidentiel où elle habitait, Claude descendit de la voiture pour l'accompagner jusqu'à la porte. « Merci pour la soirée, » dit-elle, sortant un trousseau de clés de son sac. « Merci pour tout, pour n'avoir jamais abandonné. » Sous la faible lumière du lampadaire, le visage d'Isabelle semblait plus jeune, comme si le temps avait reculé. Pendant un moment, Claude entrevit la jeune fille qu'il avait un jour aimée, et peut-être aimait encore d'une façon que son esprit conscient ne comprenait pas encore complètement. « Puis-je t'appeler quand j'arriverai à Paris ?» demanda-t-il. « Bien. »« Sûr ?» sourit-elle. « Mon numéro est dans l'email que j'ai envoyé. » Un silence chargé de possibilités flotta entre eux. Pendant un instant, Claude pensa à l'embrasser. L'impulsion fut si forte
qu'elle l'effraya. Au lieu de cela, il tendit formellement la main. « À bientôt, Isabelle. » Elle accepta la poignée de main, mais la transforma en quelque chose de plus intime, couvrant leurs mains jointes de son autre main. « À bientôt, Claude Travers. » Sur le chemin du retour à l'hôtel, Claude se sentait divisé entre deux mondes, deux identités, deux amours. Demain, il retournerait à Paris à sa fête de fiançailles, dans les bras d'Amélie. Mais il savait qu'une partie de lui resterait à Marseille, attachée à un vieux figuier et aux yeux profonds d'une femme qui ne l'avait jamais oublié. Dans sa chambre d'hôtel, préparant sa valise pour partir, il prit une décision. Indépendamment de ce qu'il découvrirait à Paris, indépendamment du dénouement de cette histoire improbable, une chose était certaine, il ne serait plus jamais le même Claude Montfort qui était arrivé à Marseille 2 jours auparavant. Cette performance dans la cage dorée, qui ne devait être qu'un événement de marketing de plus pour le projet social du groupe Montfort, s'était transformée en quelque chose de bien plus significatif. La cage qui symbolisait les prisons invisibles de la société moderne était devenue, ironiquement, la clé de sa propre libération. Claude s'endormit avec le petit bateau en bois entre ses doigts, rêvant non pas de pluie cette fois, mais de la mer ouverte infinie dans ses possibilités. La mention des Montfort dans le 16e arrondissement, quartier huppé de Paris, resplendissait de lumière et de décorations sophistiquées. La fête de fiançailles de Claude et Amélie battait son plein. Champagne français servi dans des flûtes en cristal, musique douce d'un orchestre live, l'élite parisienne circulant dans les salons impeccablement décorés. Au milieu de tout cela, Claude souriait mécaniquement, trinquait quand nécessaire, répondait aux félicitations avec des phrases répétées. Son corps était présent, mais son esprit vagabondait constamment dans les rues de Marseille, dans l'odeur de la mer, dans le visage d'Isabelle. « Chérie, tu vas bien ?» chuchota Amélie, entrelaçant son bras au sien. Élégante dans sa robe, haute couture, cheveux blonds parfaitement coiffés, elle était l'image de la fiancée parfaite. « Je vais très bien », répondit-il automatiquement, juste un peu fatigué du voyage. « Papa veut te parler du nouveau projet d'expansion, il est dans le bureau avec François. » Claude acquiesça, soulagé par l'opportunité d'échapper au salon bondé. « J'y vais, je reviens bientôt. » En chemin. Vers le bureau, il passa devant l'une des nombreuses photographies encadrées qui décorèrent le manoir. Lui à 21 ans, à la remise des diplômes, entre François et René Montfort. Tous souriants, la famille parfaite, le mensonge parfait. Entrant dans le bureau, il trouva François et Richard Poisson au milieu d'une discussion animée sur les investissements. Son père, à 65 ans, conservait la posture élégante et le regard astucieux qui avait en fait de lui l'un des banquiers les plus respectés de France. Richard, quelques années plus jeune, avait l'arrogance typique de ceux nés avec une cuillère en argent dans la bouche. « Ah, le fiancé nous fait enfin l'honneur de sa présence !» s'exclama Richard, levant un verre de whisky en salutation ironique. « Je disais justement à ton père que tu sembles un peu distant ces derniers temps. Des problèmes au paradis ?»« Juste le travail, » répondit poliment Claude. « Le projet social. À Marseille a exigé plus d'attention que je ne l'avais prévu. » François étudia le visage de son fils adoptif avec attention. « Ça semble être plus que ça. Tu es différent depuis ton retour de Marseille. C'est ton impression. » Richard eut un rire bref. « Eh bien, j'espère que tu as la tête en place. Pour assumer la présidence de la banque l'année prochaine. François ne rajeunit pas, et mon investissement doit continuer à produire des rendements. Ne t'inquiète pas pour ça, assura Claude, ressentant une irritation croissante face à l'arrogance de son futur beau-père. En parlant de rendement, intervint François, nous devons parler de ton projet social. Je comprends la valeur du marketing, mais les chiffres que tu as présentés lors de la dernière réunion sont absurdes. Un centre communautaire de cette envergure au centre de Marseille. Le retour ne justifie pas l'investissement. Il ne s'agit pas de retour financier, argumenta Claude. Il s'agit d'impact social, de changer des vies. Richard et François échangèrent des regards. Depuis quand es-tu devenu philanthrope ? Demanda Richard avec dédain. Bientôt tu voudras donner la moitié des bénéfices à des œuvres caritatives, comme ces milliardaires américains fous. Peut-être que ce n'est pas une si mauvaise idée, rétorqua Claude. François posa son verre sur la table avec un peu plus de force que nécessaire. Claude, tu es sur le point de te marier, d'assumer la présidence de la banque.
Tu dois laisser cet idéalisme juvénile de côté et te concentrer sur ce qui importe vraiment. Et qu'est-ce qui importe vraiment, père? Le mot sortit chargé d'une ironie qui ne passa pas inaperçue. Un silence tendu s'installa dans la pièce. François fronça les sourcils, étudiant son fils avec une inquiétude grandissante. S'est-il passé quelque chose à Marseille que nous devrions savoir? Claude hésita. Il n'était pas prêt pour la confrontation. Pas encore. Il avait besoin de plus de temps, de plus de preuves. Rien d'important. J'ai juste rencontré des personnes qui m'ont fait remettre en question certaines priorités. Quelles personnes? Insista François, un ton d'alarme dans sa voix. Personne que tu connaisses. Avant que François ne puisse insister davantage, la porte du bureau s'ouvrit. René Montfort entra, élégante, dans sa robe bleu marine. « Tout le monde vous cherche, dit-elle avec un sourire tendu. Les invités attendent pour le toast officiel. » Claude profita de l'interruption pour échapper à l'interrogatoire. « Allons-y alors, nous ne pouvons pas faire attendre les invités. » De retour au salon principal, Claude joua son rôle à la perfection, sourit pour les caméras, fit un discours émouvant sur l'avenir avec Amélie, leva son verre au toast proposé par François. Personne ici ne pouvait soupçonner la tempête qui se formait en lui. Sauf peut-être René Montfort. Toute la soirée, Claude sentit son regard sur lui, non pas le regard fier d'une mère, mais le regard inquiet de quelqu'un qui craint de perdre quelque chose de précieux. Quand finalement, le dernier invité se retira. Il était déjà plus de 3 heures du matin. Amélie, légèrement ivre et épuisée, fut conduite par sa mère jusqu'à la chambre d'amis qu'elle occuperait jusqu'au mariage. « Bonne nuit, mon amour », murmura-t-elle, l'embrassant langoureusement. « J'ai hâte que nous soyons officiellement mari et femme. » Claude rendit le baiser automatiquement, se sentant comme un imposteur. « Bonne nuit, Amélie. Repose-toi. » Seul dans le couloir, il se dirigea vers son ancienne chambre dans la mansion. Depuis qu'il avait déménagé dans son propre appartement il y a 2 ans, il y dormait rarement. Mais aujourd'hui, cela avait du sens de rester. Il avait besoin d'accès à la maison, aux documents, aux souvenirs que les Montfort gardaient. En bas, passant devant le bureau, il remarqua que la lumière était encore allumée. La porte entr'ouverte révéla François et René dans une conversation tendue. « Il sait », disait René, la voix tremblante. « Je peux le sentir. Quelque chose s'est passé à Marseille. » « Impossible, répondit François, mais sans grande conviction. Nous avons pris toutes les précautions. Les documents, l'histoire, tout a été parfaitement construit. Et si quelqu'un l'avait reconnu? Et si, après 12 ans, avec une apparence complètement différente? Non, René, tu es paranoïaque. Claude s'éloigna silencieusement. De la porte, le cœur accéléré. Cette brève conversation confirmait ses soupçons. Il n'était pas fou. Les Montfort avaient vraiment construit une imposture élaborée autour de lui. Dans sa chambre, il ne put dormir. Il se retourna dans son lit, pensant à Isabelle, aux fragments de mémoire qui continuèrent d'émerger, au petit bateau en bois qu'il gardait maintenant dans le tiroir de sa table de chevet. À l'aube, il prit une décision. Il devait trouver des preuves concrètes avant de confronter les Montfort. Il se leva tôt quand il savait que tous dormiraient encore après la fête. Il se dirigea silencieusement vers le bureau de François, où le coffre-fort de la famille était caché derrière un tableau, une information qu'il avait obtenue des années auparavant, quand François, dans un rare moment d'inattention, avait ouvert le coffre en sa présence. La combinaison, il ne la connaissait pas, mais il savait qu'elle devait être quelque chose de significatif pour François. Il essaya plusieurs possibilités. Anniversaire, date importante pour la famille. Rien ne fonctionna. Finalement, en désespoir de cause, il essaya la date à laquelle il avait supposément été adopté par les Montfort, 17 juin 2013, 3 semaines après sa disparition en mer. Le coffre s'ouvrit avec un clic doux. À l'intérieur, il trouva des documents bancaires, des bijoux de famille et un dossier marron avec son nom. En l'ouvrant, il sentit son sang se glacer dans ses veines. Le premier document était un certificat médical d'un hôpital privé à Marseille, daté du 3 juin 2013. Patient masculin, environ 20 ans, trouvé inconscient sur la plage de la Pointe-Rouge. Traumatisme crânien sévère, possible noyade, amnésie rétrograde, sans document ou identification. Le deuxième document était encore plus troublant.
Un accord signé entre François Montfort et le directeur de l'hôpital, avec une somme exorbitante mentionnée comme don à l'institution. Le troisième document était un rapport d'un détective privé, détaillant la vie de Claude Travers avant l'accident, sa famille, ses amis, sa relation avec Isabelle Naissance. Avec le rapport, plusieurs photographies. Claude plus jeune, avec des vêtements simples, les bras autour d'Isabelle. Claude avec une femme plus âgée qui ne pouvait être que sa vraie mère. Claude dans un petit bateau de pêche. Les mains de Claude tremblaient en feuilletant ces documents qui prouvaient la fraude monumentale qu'avait été sa vie ces 12 dernières années. Tout était là, le plan soigneusement élaboré pour transformer un jeune pêcheur amnésique en héritier de l'Empire Montfort. Tellement absorbé était-il par sa découverte qu'il ne remarqua pas la présence d'une autre personne dans le bureau jusqu'à ce qu'une voix féminine parle « Alors tu as découvert ». René Montfort se tenait à la porte portant encore une robe de chambre en temps, soit sur sa chemise de nuit. Son visage, normalement impassible grâce à des années de botox et de procédures esthétiques, montrait une émotion brute que Claude n'avait jamais vue auparavant. « Comment avez-vous pu » fut tout ce qu'il put dire brandissant les documents dans sa main. René entra dans le bureau fermant la porte derrière elle. « Tu ne comprends pas. Tu ne comprendrais pas. Essayez de m'expliquer, parce que de mon point de vue, vous avez enlevé un jeune homme, amnésique, effacé son identité et l'avez transformé en une marionnette pour vos plans. » René s'assit lentement dans un fauteuil, paraissant soudainement très vieille et fragile. « Au début, ce n'était pas comme ça. Nous t'avons trouvé sur cette plage, ou plutôt, François t'a trouvé. Il était à Marseille pour l'inauguration de la filiale de la banque. Il aimait marcher sur la plage à l'aube. Il a vu un corps ramené par les vagues, presque sans vie. Claude écoutait, immobile, les documents toujours dans ses mains. François t'a sauvé. Il a appelé de l'aide, t'a emmené à l'hôpital. Tu n'avais pas de documents, tu ne savais pas qui tu étais. Les médecins ont dit que ton amnésie pourrait être permanente. Vous êtes-vous déjà abonné? Faites-le maintenant et dites-nous de quelle ville vous nous suivez. Et vous avez décidé de m'adopter par pure bonté. Le sarcasme dans sa voix était cinglant. Les yeux de René se remplirent de larmes. Je ne pouvais pas avoir d'enfant. Nous avons essayé pendant des années. Traitement, fécondation, adoption, qui ne se concrétisaient jamais parce que nous étions trop vieux selon les agences. François a vu quelque chose en toi, peut-être le fils que nous n'avons jamais eu. Il a commencé à te rendre visite à l'hôpital, à s'attacher. Cela ne justifie pas ce que vous avez fait. Non, ça ne le justifie pas, admit-elle étonnamment. Mais quand tu as commencé à aller mieux, quand les médecins ont dit qu'ils devaient notifier les autorités à propos d'un jeune homme sans identification, François a paniqué. Il a offert de l'argent pour garder tout cela secret. C'était une erreur, je le sais. Mais ensuite, tu as commencé à nous appeler monsieur et madame. Tu as commencé à nous faire confiance, à dépendre de nous. Et vous avez décidé que je serais votre fils. Oui, chuchota-t-elle. Nous avons créé des documents, inventé une histoire sur le fait que tu avais subi un accident à l'adolescence qui expliquerait tout laps de mémoire. Nous t'avons emmené à Paris, loin de quiconque pourrait te reconnaître. Et ma vraie famille, ma mère qui est tombée malade de chagrin, Isabelle qui n'a jamais surmonté ma disparition, vous n'avez jamais pensé à eux. René baissa les yeux. François a engagé un détective. Quand nous avons su qu'il y avait des gens qui te cherchaient, c'était déjà trop tard. Tu t'adaptais déjà à ta nouvelle vie, tu étais déjà à l'université, tu nous appelais déjà maman et papa. Comment aurions-nous pu défaire tout cela? En disant la vérité, répondit simplement Claude. À n'importe quel moment au cours des 12 dernières années, vous auriez pu dire la vérité et te perdre. Tu es notre fils, Claude, le fils que nous avons toujours voulu. Je n'ai jamais été votre fils, j'ai été votre projet, votre acquisition, votre mensonge commode. La dureté des mots fit se recroqueviller René. Ce n'est pas juste. Nous t'aimons, Claude. À notre façon tordue, imparfaite, peut-être même malsaine, mais nous t'aimons. Claude rangea les documents dans le dossier, déterminé. Où est François? Dans la chambre encore. S'il te plaît, Claude, ne fais rien de précipité. Nous pouvons parler, nous pouvons résoudre cela comme une famille. Nous ne sommes pas une famille, René. Nous ne l'avons jamais été. À ce moment, la porte du bureau s'ouvrit à nouveau. François Montfort entra, déjà habillé impeccablement dans un costume sombre, comme s'il pressentait que la journée exigerait toute son autorité.
Que se passe-t-il ici » demanda-t-il, regardant de son épouse en larmes à son fils adoptif. Avec le dossier de documents à la main. « Je viens de découvrir qui je suis vraiment, » répondit Claude, brandissant le dossier. « Ou plutôt, qui vous m'avez empêché d'être ces 12 dernières années. » François pâlit, mais garda sa contenance. « René, laisse-nous, s'il te plaît. François, ne... » Maintenant, René. À contre-cœur, elle se leva et sortit du bureau, lançant un dernier regard suppliant à Claude. Quand ils furent seuls, François marcha jusqu'au bar et se servit une dose de whisky malgré l'heure matinale. « Alors tu es allé à Marseille et tu as découvert ton passé, » dit-il finalement, le dos tourné à Claude. « J'aurais dû empêcher ce voyage. »« Comment ? En m'enfermant dans une vraie cage au lieu de la cage dorée que vous avez créée ?» François se retourna, affrontant le regard accusateur de son fils adoptif. C'était elle, n'est-ce pas? Cette fille, Isabelle. Elle t'a trouvé d'une façon ou d'une autre. Oui, et contrairement à vous, elle m'a dit la vérité. Un lourd soupir s'échappa des lèvres de François. Que comptes-tu faire maintenant? Récupérer ma vie, ma vraie vie. Et quelle vie serait-ce, Claude? La vie d'un pêcheur dans une banlieue pauvre de Marseille, sans éducation, sans ressources, sans avenir. C'est ça que tu veux? Je veux la vérité. Je veux choisir mon propre chemin, pas suivre le scénario que vous avez écrit pour moi. François but une gorgée de whisky, étudiant le jeune homme en face de lui. Tu es comme moi, tu sais. Même sans être mon fils biologique, tu as la même détermination, la même ambition. J'ai vu ça en toi dès le début, même quand tu étais dans ce lit d'hôpital, confus et effrayé. Je savais que tu pourrais faire de grandes choses. Alors tu m'as transformé en ta marionnette. Non. Je t'ai donné des opportunités que Claude Travers n'aurait jamais eues. Claude secoua la tête, incrédule face à l'arrogance de l'homme. Et qui t'a donné le droit de faire ce choix pour moi? François ne répondit pas. Au lieu de cela, il demanda « Que vas-tu faire à propos des fiançailles? À propos d'Amélie ?» La mention d'Amélie fit hésiter Claude. Il n'avait pas entièrement réfléchi aux conséquences de ses découvertes. « Je vais lui dire la vérité aussi. Elle mérite de savoir avec qui elle est sur le point de se marier. Richard, va te détruire si tu blesses sa fille. Je commence à penser que j'ai été détruit il y a longtemps, quand j'ai perdu mon identité. » François termina son whisky d'un trait. « Tu as toujours eu le choix, Claude. Tu aurais pu rejeter notre nom, notre fortune, notre influence à tout moment. Mais tu as tout accepté de bon gré. Nous sommes devenus une famille construite sur des mensonges. Toutes les familles ont leurs secrets. » Claude rangea le dossier dans son sac à dos, déterminé. « Je retourne à Marseille aujourd'hui. J'ai besoin de parler à Isabelle. J'ai besoin de connaître complètement mon passé avant de décider de mon avenir. Et après? Je ne sais pas, mais ce sera ma décision cette fois. » François acquiesça lentement, une expression de défaite sur son visage habituellement confiant. « Tu auras toujours une place ici, Claude. Tu seras toujours mon fils, même si tu ne veux plus de ce titre. N'espère pas que je te pardonne. » Facilement. Je n'espère pas, mais j'espère qu'un jour tu comprendras. Quand Claude sortit du bureau, il se sentit simultanément plus léger et plus lourd. La vérité, enfin révélée, apportait avec elle le poids de nouvelles responsabilités, de nouvelles décisions, de nouveaux chemins à suivre. Une chose, cependant, était claire dans son esprit. Il devait retourner à Marseille. Il devait revoir Isabelle. Car s'il y avait une vérité au milieu de tant de mensonges, c'était ce qu'il avait ressenti en sa présence, un sentiment d'appartenance que même 12 ans d'amnésie n'avaient pas réussi à effacer complètement. La conversation avec Amélie fut encore plus difficile que Claude ne l'avait imaginé. Assis sur la terrasse de son appartement à Montmartre, il raconta tout, la rencontre avec Isabelle, les souvenirs qui ressurgissaient, les documents trouvés dans le coffre de François. « Alors nos fiançailles sont terminées, » conclut-elle. Quand il eut fini, sa voix étonnamment calme. « Tu vas tout abandonner pour redevenir un pêcheur à Marseille. »« Ce n'est pas aussi simple, » répondit Claude, observant comment la lumière du matin jouait dans ses cheveux blonds. « Je ne peux pas simplement effacer les 12 dernières années, faire comme si Claude Montfort n'avait jamais existé. Mais tu ne peux pas non plus continuer comme si Claude Travers n'existait pas. » Exactement. Amélie se leva, marchant jusqu'au bord de la terrasse. De là, on avait une vue privilégiée sur la ville. Gratte-ciel, parc, la pulsation constante de la métropole. Un monde complètement différent des plages et des rues simples de Marseille,
Tu l'aimes? Demanda-t-elle sans se retourner. Cette femme, Isabelle. Claude hésita. C'était une question qu'il évitait lui-même. Je ne sais pas. Je ressens quelque chose pour elle que je ne peux pas expliquer complètement. Ce n'est pas juste de l'attraction ou de la curiosité. C'est comme si une partie de moi la reconnaissait, à un niveau que mon esprit conscient n'atteint pas encore. Amélie se tourna pour le regarder, des larmes silencieuses coulant sur son visage parfaitement maquillé. Tu sais ce qui est drôle? J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose d'absent entre nous. Un type de connexion que nous n'avons jamais réussi à établir complètement, malgré nos efforts. Amélie, non, laisse-moi finir. Notre relation a toujours eu du sens sur le papier. Nous sommes compatibles, nous avons des objectifs similaires, nos familles s'entendent bien. Mais il a toujours manqué cette étincelle, cette certitude absolue que nous étions faits l'un pour l'autre. Claude acquiesça, reconnaissant la vérité dans ses paroles. Je regrette que ça se termine ainsi. Moi aussi, répondit-elle, essuyant ses larmes avec dignité. Mais je pense qu'au fond, aucun de nous n'aurait été vraiment heureux si nous avions continué. Tu aurais vécu divisé entre deux identités, et je n'aurais eu qu'une partie de toi. Tu mérites quelqu'un qui t'aime entièrement. Oui, je le mérite, acquiesça-t-elle, un petit sourire triste jouant sur ses lèvres, et tu mérites de découvrir qui tu es vraiment. Amélie retira la bague de fiançailles, un solitaire en diamant impressionnant, et la posa sur la table basse. Mon père va être furieux, commenta-t-elle avec un rire sans humour. Il va probablement essayer de détruire ta carrière, ruiner les Montfort, le package complet. Je peux gérer ça. J'en suis sûre, dit-elle, prenant son sac. Tu as toujours été plus fort que tu ne le paraissais, Claude. Peut-être que c'est quelque chose du pêcheur en toi. Quant à Amélie, partie, Claude resta seul avec ses pensées et la sensation étrange de soulagement mêlé d'appréhension. Une phase de sa vie venait de se terminer, mais une autre, encore nébuleuse, incertaine, commençait à se dessiner à l'horizon. Son téléphone sonna. C'était Isabelle. « Salut », répondit-il, sentant son cœur s'accélérer en entendant sa voix. « Claude, tout va bien. Tu as dit que tu m'appellerais quand tu arriverais à Paris, j'étais inquiète. » « Désolé, les choses sont devenues compliquées ici. » Que s'est-il passé? Il relata brièvement les découvertes dans le coffre de François, la confirmation de sa véritable identité, la conversation avec Amélie. « Et maintenant ?» demanda-t-elle quand il eut terminé. « Maintenant, je retourne à Marseille. J'ai besoin de comprendre complètement qui j'étais pour décider qui je veux être. » Il y eut un moment de silence de l'autre côté de la ligne. « Quand arrives-tu ?»« Demain matin. Mon vol part à 7 heures. »« Je t'attendrai à l'aéroport. » Le ton d'espoir dans sa voix envoya une vague de chaleur à travers le corps de Claude. « Isabelle, il y a encore une chose. Je veux connaître le jardin des Manguiers. Je veux voir où j'ai grandi, où ma mère vivait. » Un autre silence. Plus long cette fois. « Tu es sûr ? La maison n'est pas comme tu dois t'en souvenir. Après le départ de ta mère, elle est restée abandonnée un moment. Maintenant, d'autres personnes y vivent. J'en suis sûr. J'ai besoin de tout voir, de revivre tout ce que je peux. Alors nous te montrerons, Thomas et moi. Thomas sera là? Oui, quand je lui ai dit que tu étais revenu, il pouvait à peine y croire. Il est impatient de te voir. Après avoir raccroché, Claude commença à préparer une valise. Il ne savait pas combien de temps il resterait à Marseille, ni ce qu'il y trouverait. Il savait seulement qu'il devait y aller, que chaque fibre de son être aspirait à se reconnecter avec ce passé qui lui avait été volé. Le lendemain matin, en embarquant dans l'avion pour Marseille, il reçut un message de François. « Je respecterai ta décision, quelle qu'elle soit, mais sache que tu auras toujours une place dans notre famille, si tu le souhaites. J'ai transféré une somme sur ton compte personnel, non pas comme un pot de vin ou une compensation, mais comme une reconnaissance de ce qui t'est dû en tant que notre fils, indépendamment du sang ou des papiers. Utilise-la comme bon te semble. Avec amour, François. » Claude contempla le message pendant tout le vol. La colère qu'il avait initialement ressentie envers les Montfort commençait à faire place à des sentiments plus complexes. Ce qu'il avait fait était impardonnable à bien des égards, mais avait aussi été motivé par un amour déformé, un désir désespéré de famille. Quand l'avion atterrit à Marseille, Claude sentit qu'il était littéralement entre deux mondes, deux identités, deux futurs possibles. La décision qu'il prendrait dans les jours suivants
façonnerait le reste de sa vie. Dans le hall de l'aéroport, il aperçut immédiatement Isabelle. Elle portait une robe simple en coton imprimé, les cheveux détachés encadrant son visage. À ses côtés, un homme à l'apparence amicale, portant des lunettes et un t-shirt. Thomas, vraisemblablement. Claude. Isabelle fit signe, son visage s'illuminant en le voyant. Il marcha dans sa direction, se sentant étrangement nerveux. Quand il arriva près d'elle, Isabelle hésita, comme si elle ne savait pas exactement comment le saluer. Ce fut Thomas, qui brisa l'impasse, s'avançant avec un énorme sourire et l'étreignant fortement. « Mon frère, je n'arrive pas à croire que tu es vraiment vivant, toutes ces années. » L'étreinte spontanée prit Claude par surprise, mais quelque chose dans ce geste, dans la voix enthousiaste de Thomas, provoqua une autre vague de souvenirs, des après-midi à jouer au football sur la plage, des nuits à pêcher sous les Tin Face étoiles, des rires partagés sur les bancs d'école. « Thomas, murmura-t-il, rendant l'étreinte, je me souviens de toi. Partiellement, du moins. » Quand ils se séparèrent, Claude se tourna vers Isabelle. Sans réfléchir, il tendit les bras et l'étreignit aussi. Son parfum, un mélange d'embrun marin, de fleurs tropicales et de quelque chose d'indéfinissablement familier, l'enveloppa comme une vague. « Bienvenue à la maison », chuchota-t-elle à son oreille. Le trio quitta l'aéroport dans une voiture modeste, le véhicule de Thomas qui apparemment avait connu un certain succès avec sa petite entreprise technologique. « Où allons-nous d'abord » demanda Thomas, assumant naturellement le rôle de guide. « Le jardin des manguiers », répondit Claude sans hésitation. « Je veux voir où j'ai grandi. » Pendant le trajet, Thomas maintint une conversation animée, racontant leur vie au cours des 12 dernières années, essayant de combler les lacunes de Claude. « Mec, quand tu as disparu, ça a été un choc pour nous tous. Ta mère n'a plus jamais été la même. » Isabelle s'est pratiquement installée chez elle pendant un temps, prenant soin d'elle. « Elle, ma mère, comment était-elle » demanda Claude, la gorge serrée. Isabelle, assise sur la banquette arrière à côté de lui, prit doucement sa main. Madame Clotilde était la personne la plus forte et la plus gentille que j'ai jamais connue. Elle travaillait du lever au coucher du soleil pour te donner une vie décente. Après le départ de ton père, je ne l'ai jamais entendu se plaindre, même dans les jours les plus difficiles. Ces crêpes, ajouta Thomas, avec un sourire nostalgique. Mon Dieu, c'étaient les meilleurs du marché. Il y avait toujours une file d'attente à son stand le dimanche. Chaque détail qu'il partageait faisait émerger de nouveaux souvenirs dans l'esprit de Claude. Des fragments qui commençaient à se connecter, formant une image plus complète de qui il avait été. Quand ils entrèrent dans le jardin des manguiers, Claude ressentit une émotion écrasante. Le quartier simple, avec ses maisons modestes et ses rues étroites, éveillait un sentiment de familiarité que le manoir des Montfort n'avait jamais provoqué. Là, c'était le terrain. « Où nous jouions au foot », indiqua Thomas. « Et ce coin, tu te souviens ? C'était là que la bande se réunissait après l'école. » Claude acquiesça, laissant les images affluer. Lui, plus jeune, frappant un ballon improvisé avec des amis pieds nus, partageant des rêves et des projets, sous le ciel étoilé de la Méditerranée, marchant main dans la main avec Isabelle dans ces mêmes rues. Finalement, ils s'arrêtèrent devant une petite maison aux murs jaunâtres. Un jardin simple devant, quelques plantes dans des pots en céramique. Une famille différente y vivait maintenant. Des enfants jouaient dans la cour, une femme étendait du linge sur une corde. « C'était ici », dit doucement Isabelle, « ta maison. » Claude descendit de la voiture, observant la construction avec des yeux embués. Pendant un instant, il se vit comme un petit garçon courant par la porte d'entrée, appelant sa mère, l'odeur de la cuisine maison remplissant l'air. « Puis-je m'approcher ?»« Bien sûr, » répondit Thomas. « Madame Marie qui habite là maintenant connaissait ta mère. Elle ne s'en formalisera pas. » Hésitant, Claude marcha jusqu'au portail. La femme qui étendait le linge remarqua sa présence et s'approcha. « Oui, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. J'ai grandi dans cette maison. Ma mère était Clotilde de Travers. » Les yeux de la femme s'écarquillèrent. « Mon Dieu, vous êtes Claude, le fils de Madame Clotilde qui a disparu en mer ?»« Oui, » admit-il, surpris par la reconnaissance. « Sainte Vierge, c'est un miracle !» s'exclama la femme, ouvrant le portail. « Entrez, entrez. Tout le monde ici connaît votre histoire. Votre mère était une sainte femme. »
À l'intérieur de Pinsent St. Home, la maison, tout était différent. Meubles, décorations, disposition des pièces. Mais la structure de base restait la même, et avec elle, plus de souvenirs ressurgirent. Ma chambre était là, indiqua-t-il une petite porte. Et la cuisine était la pièce préférée de ma mère. Elle passait des heures à préparer des crêpes, testant de nouvelles saveurs. C'est exact, confirma la femme, impressionnée. Vous vous souvenez? Petit à petit, admit Claude. C'est comme assembler un puzzle avec des pièces manquantes. Après avoir visité la maison, Thomas les emmena vers d'autres lieux significatifs du quartier. L'école où ils avaient étudié, le marché où Madame Clotilde vendait des crêpes, la petite place où les jeunes se réunissaient le week-end. Chaque endroit provoquait de nouveaux souvenirs, certains joyeux, d'autres douloureux. Claude absorbait tout avec une intensité presque physique, comme un homme assoiffé trouvant enfin de l'eau. En fin d'après-midi, ils arrivèrent à la plage de Pitwissant-Cassie. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel, et la mer de tons dorés et rougeâtres. Thomas, percevant que Claude et Isabelle avaient besoin d'un moment seul, inventa une excuse pour s'éloigner. « Je vais acheter de l'eau de coco pour nous. Je reviens bientôt. » Seuls sur le sable, Claude et Isabelle marchèrent jusqu'au bord de l'eau. Les vagues se brisaient doucement, si différentes de la tempête qui avait failli lui coûter la vie 12 ans auparavant. « C'est ici que tout a changé, » murmura-t-il. « Où Claude Travers a disparu et Claude Montfort a commencé. Et maintenant, qui veux-tu être ?» Claude regarda l'horizon, contemplant la question qui le tourmentait depuis qu'il avait découvert la vérité. « Je ne sais pas si je peux choisir seulement l'un des deux. Le pêcheur de Marseille et l'homme d'affaires de Paris font partie de moi maintenant. Je ne peux pas simplement effacer Claude Montfort, tout comme je ne peux pas nier Claude Travers. »« Peut-être n'as-tu pas besoin de choisir ?» suggéra Isabelle, ses yeux reflétant le coucher de soleil. « Peut-être peux-tu intégrer les deux identités, créer quelque chose de nouveau. » Claude la regarda, admirant comment la lumière dorée illuminait son visage. Un sentiment ancien et en même temps nouveau grandissait en lui, quelque chose qui n'était pas seulement mémoire ou nostalgie, mais une connexion vivante, pulsante. « François a transféré une somme considérable sur mon compte avant mon départ, révéla-t-il. Il a dit que c'était ce qui me revenait en tant que leur fils, indépendamment du sang. Et que comptes-tu faire avec cet argent? Je pensais, et si nous l'utilisions pour créer quelque chose ici? Pas seulement le centre communautaire que je planifiais avant, mais quelque chose de plus grand. Un lieu qui pourrait vraiment transformer des vies au Jardin des Manguiers et dans d'autres quartiers comme lui. Les yeux d'Isabelle brillèrent d'intérêt. Quel genre d'endroit? Un centre éducatif et culturel, avec des cours professionnalisants, du soutien scolaire, un espace pour l'art et la culture. Quelque chose qui donnerait aux gens d'ici les opportunités que j'ai eues en tant que Claude Montfort, mais sans avoir à abandonner leurs racines, leurs identités. Ce serait incroyable, acquiesça-t-elle souriant. Beaucoup de jeunes ici ont du potentiel, mais il leur manque des ressources, de l'orientation. Nous pourrions commencer petit et nous développer progressivement. Utiliser mes contacts à Paris pour obtenir des partenariats, des investissements. On dirait que tu intègres déjà tes deux identités, observa Isabelle avec un doux sourire. Claude réalisa qu'elle avait raison. Sans s'en rendre compte, il commençait déjà à penser comme Claude Travers Montfort, utilisant les ressources et les connaissances acquises dans sa vie à Paris pour bénéficier à la communauté où il était né. « Il y a autre chose que je dois intégrer, dit-il, se tournant pour lui faire complètement face. « Quoi ?»« Mes sentiments pour toi. » Le cœur d'Isabelle semblait visible dans ses yeux, espoir mêlé de crainte, amour mêlé à la douleur de tant d'années de séparation. « Claude, nous n'avons pas besoin de nous précipiter. Tu viens de découvrir ton identité, tu as rompu. Des fiançailles, je sais. Et je ne propose pas que nous revenions immédiatement à ce que nous étions avant. Ce serait impossible. Nous sommes des personnes différentes maintenant. Mais je veux avoir la chance de découvrir qui nous pouvons être ensemble, aujourd'hui. » Il tendit la main touchant légèrement son visage. « Quand je t'ai vu sur la place, même sans te reconnaître consciemment, quelque chose en moi s'est réveillé, comme si mon cœur se souvenait de ce que mon esprit avait oublié. » Isabelle ferma brièvement les yeux, inclinant le visage contre sa main. « J'ai eu peur de ne plus jamais ressentir cela, » confessa-t-elle. « Après tant de temps, tant de désillusions. Moi,
Aussi, admit-il, même sans savoir ce que je perdais, j'ai toujours senti qu'il manquait quelque chose de fondamental dans ma vie. Thomas revint à ce moment, portant 3 noix de coco. Son sourire suggéra qu'il avait perçu l'atmosphère entre eux. Je crois que j'interromps quelque chose d'important. En fait, répondit Claude, acceptant la noix de coco avec gratitude, j'étais justement en train de raconter à Isabelle une idée pour un projet ici dans le quartier, et j'aurais besoin de ton aide aussi. Tu peux compter sur moi, frère, pour n'importe quoi. Les 3 s'assirent sur le sable, observant le soleil disparaître complètement à l'horizon, tandis que Claude détaillait sa vision pour le centre communautaire. À mesure qu'il parlait, il se sentait plus complet, plus intégré qu'il ne l'avait jamais été. Ni complètement Claude Travers, ni entièrement Claude Montfort, mais une synthèse unique des deux. À ses côtés, Isabelle souriait, ses yeux reflétant non seulement l'amour qui n'était jamais mort, mais aussi la possibilité d'un avenir qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer. Demain, nous pouvons visiter quelques terrains disponibles dans le quartier, suggéra Thomas, enthousiasmé par le projet. Je connais quelques personnes à la mairie qui peuvent accélérer les autorisations. Et je peux commencer à parler avec les professeurs de l'université, ajouta Isabelle. Beaucoup seraient disposés à donner des cours bénévoles, à orienter des projets. Tandis que les 3 planifiaient avec enthousiasme, les étoiles commençaient à parsemer le ciel de Marseille. Pour Claude, c'était comme si l'univers s'alignait enfin, le plaçant exactement là où il devait être, non pas prisonnier, dans une cage dorée, non pas perdu dans la mer de l'oubli, mais libre de créer son propre chemin, intégrant le meilleur de ces 2 mondes. 1 an plus tard, les lumières du centre culturel Clotilde Travers illuminaient la nuit marseillaise. Le bâtiment, une structure impressionnante qui mélangeait architecture moderne et éléments traditionnels provençaux, s'élevait au cœur du jardin des Manguiers comme un symbole de transformation et d'espoir. Dans le grand salon principal, des dizaines de personnes circulaient entre des panneaux photographiques, des installations artistiques et des écrans qui racontaient une histoire extraordinaire, le voyage d'un homme entre 2 mondes, 2 identités, 2 vies. La cage. Dorée, une histoire de retrouvailles, était le titre de l'exposition qui marquait le 1er anniversaire du centre culturel. Chaque œuvre d'art, chaque photographie, chaque texte narrait un fragment de l'histoire de Claude. Depuis son enfance simple dans le quartier jusqu'à sa disparition, sa vie en tant que Claude Montfort et, finalement, son retour aux origines. Oda, centre du salon. Une structure métallique dorée en forme de cage abritait non pas un homme cette fois, mais divers objets symboliques. Un petit bateau en bois sculpté, une ancienne recette de crêpes écrite à la main, une cravate en soie, coûteuse, des photographies de 2 familles différentes. Symbole des 2 vies qui s'entremêlaient maintenant en une seule histoire. Claude, vêtu d'une chemise en lin blanc et d'un pantalon simple, circulait parmi les invités, habitants du quartier, hommes d'affaires de Paris, artistes, étudiants, représentants des pouvoirs publics. Son visage affichait la sérénité de quelqu'un qui avait enfin trouvé sa place dans le monde. « Tu es nerveux ?» demanda Isabelle, s'approchant avec 2 coupes de champagne. Sa robe bleue turquoise contrastait magnifiquement avec sa peau mate et ses cheveux attachés en un chignon élégant révélaient le délicat collier que Claude lui avait offert le mois précédent, un pendentif en forme de petit bateau. « Un peu, admit-il, acceptant la coupe. Je n'aurais jamais pensé raconter mon histoire ainsi, si ouvertement. C'est une histoire qui mérite d'être racontée. Elle peut aider beaucoup de personnes qui se sentent divisées, perdues entre des mondes. » Claude acquiesça, regardant autour de lui avec fierté. Le centre culturel était plus qu'un projet social. C'était la matérialisation physique de l'intégration de ces 2 identités. Les ressources et connaissances de Claude Montfort, combinées avec le cœur et les racines de Claude Travers. Au cours des 12 derniers mois, le centre était devenu un phare pour la communauté. Il offrait des formations professionnelles, des cours de soutien scolaire, des ateliers d'art, un espace pour les entrepreneurs locaux, une bibliothèque, un laboratoire informatique et même un petit théâtre. Plus de 500 jeunes étaient déjà passés par ces programmes, beaucoup obtenant des emplois ou des bourses d'études. « Claude, la journaliste de France 3 Provence veut te parler », appela Thomas, qui était devenu le coordinateur technologique du centre.
Elle est près du mur de photographie. « J'y vais, tu viens avec moi ?» demanda-t-il à Isabelle. Bien sûr. Main dans la main, ils traversèrent le salon. En chemin, ils reçurent des sourires, des salutations, des paroles d'admiration. Leur histoire était devenue une sorte de légende moderne à Marseille. Le pêcheur qui avait disparu en mer était devenu un millionnaire sans mémoire et finalement était revenu pour transformer sa communauté. Après l'interview, Claude remarqua une figure familière observant l'un des panneaux de l'exposition, François Montfort, élégant comme, toujours dans son costume impeccable, mais paraissant plus âgé, plus fragile que dans les souvenirs de Claude. « Va lui parler », encouragea doucement Isabelle. « Ça fait partie du processus de guérison. » Claude hésita, mais acquiesça et marcha vers l'homme qu'il avait élevé comme un fils pendant les 12 dernières années. Sa relation avec les Montfort avait été tendue après la découverte de la vérité, mais jamais complètement rompue. Au cours de la dernière année, des conversations difficiles, des larmes et des demandes de pardon avaient lentement reconstruit une forme différente de connexion, non plus basée sur des mensonges, mais sur une compréhension mutuelle des erreurs commises et des leçons apprises. « François », salua-t-il, s'arrêtant à côté de lui. « Claude », l'homme plus âgé répondit, se tournant avec un sourire prudent. « L'exposition est magnifique. Et le centre ? C'est vraiment impressionnant ce que tu as créé ici. Merci d'être venu, ça signifie beaucoup. René aurait voulu être ici aussi, mais sa santé... Je sais, transmets-lui mon affection. » François observa le panneau devant eux. Des photographies du jeune Claude Travers, à côté d'images de l'homme d'affaires Claude Montfort. Une étude visuelle de contraste et de similitude. « Tu as réussi, tu sais ?» commenta-t-il avec une note d'admiration dans la voix. « Réussi quoi ? À intégrer tes deux mondes. Quand tu as découvert la vérité, j'ai craint que tu rejettes complètement ta vie en tant que notre fils, que tu essaies d'effacer tout ce que nous avions construit ensemble. » Claude soupira regardant les photographies. « J'y ai pensé au début. La colère et le sentiment de trahison étaient intenses. Mais j'ai réalisé que ce serait aussi injuste de nier Claude Montfort que ce fut de nier Claude Travers toutes ces années. Et maintenant ? Qui es-tu maintenant ? Juste Claude, répondit-il avec un sourire tranquille. Un homme avec deux histoires, deux familles, deux ensembles d'expériences. Tout cela m'a façonné pour le meilleur et pour le pire. François acquiesça, ses yeux s'humidifiant légèrement. Tu sais que tu ne cesseras jamais d'être un fils pour René et moi, n'est-ce pas? Même si nous ne pouvons plus revendiquer ce titre officiellement. Je sais, et vous aurez toujours une place dans ma vie, même si elle est différente de ce que vous aviez imaginé initialement. L'homme plus âgé sourit, un mélange de tristesse et d'acceptation sur son visage. Es-tu heureux ici? Vraiment heureux? Claude regarda autour du salon, vers les jeunes du quartier émerveillés par l'exposition, vers les professeurs bénévoles expliquant le projet éducatif, vers Isabelle, conversant avec animation avec un groupe de femmes artisanes. Son cœur se remplit d'une certitude tranquille. Oui, plus heureux que je n'aurais jamais imaginé possible. C'est tout ce que nous avons toujours voulu pour toi, même dans nos méthodes erronées. Un système sonore annonça que le discours d'inauguration de l'exposition commencerait dans 5 minutes. Claude posa une main sur l'épaule de François. « J'aimerais que tu restes au premier rang. Après tout, ta contribution a été essentielle pour que ce centre existe. » François parut touché par le geste. « Ce sera un honneur. » Quand Claude monta sur la petite scène, le salon était déjà complètement rempli. À ses côtés, Isabelle, Thomas et d'autres collaborateurs du projet attendaient d'être présentés. Au premier rang, François Montfort était assis à côté de Richard Poisson, une surprise inattendue. La relation avec le père d'Amélie avait été tendue après la rupture des fiançailles, avec des menaces de représailles dans les affaires et des tentatives de miner la réputation de Claude dans le monde des affaires. Mais avec le temps, même l'orgueilleux homme d'affaires avait été obligé de reconnaître le mérite du projet social à Marseille, surtout quand il commença à recevoir une attention nationale et des prix d'innovation sociale. « Bonsoir à tous », commença Claude, sa voix ferme captée par le microphone. « Bienvenue à l'exposition La Cage Dorée, une histoire de retrouvailles. Certains d'entre vous connaissent déjà mon histoire. D'autres l'entendent peut-être pour la première fois à travers les œuvres d'art et les photographies exposées ici. » Il fit une pause, regardant les visages attentifs. « Il y a un peu plus d'1 an, je vivais à Paris en tant que Claude Montfort,
homme d'affaires prospère, héritier d'un empire financier, fiancé à une femme de la haute société. J'avais tout ce que l'argent pouvait acheter, mais il manquait toujours quelque chose. Une sensation constante de vide, de déplacement, comme si je n'appartenais pas vraiment à cette vie. Quelques personnes dans l'audience acquiesçaient, comme si elles reconnaissaient ce sentiment. Puis, lors d'une performance artistique ici à Marseille, où j'étais dans une cage dorée symbolisant les prisons invisibles de la société moderne, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une femme dans la foule m'a reconnu. Pas comme Claude Montfort, mais comme Claude Travers, le jeune pêcheur qui avait disparu en mer 12 ans auparavant. Isabelle lui sourit, ses yeux brillants d'émotion. Cette femme, Isabelle Naissance, qui est aujourd'hui à mes côtés, comme partenaire dans ce projet et dans la vie, a déclenché un voyage qui m'amènerait à découvrir ma véritable identité. J'ai découvert que j'avais subi un accident en mer, perdu ma mémoire et été adopté par une famille aisée, qui m'a donné un nouveau nom, une nouvelle histoire, une nouvelle vie. Claude regarda brièvement François qui maintenait sa contenance malgré l'émotion évidente sur son visage. J'aurais pu réagir avec colère, avec un rejet total de cette vie qui m'a été imposée. J'aurais pu essayer d'effacer les 12 années vécues en tant que Claude Montfort et simplement redevenir le pêcheur que j'étais autrefois. Mais j'ai réalisé que ce serait aussi malhonnête que de nier mes origines. Au lieu de cela, j'ai choisi d'intégrer mes deux histoires, mes deux identités, d'utiliser les privilèges, ressources et connaissances acquis en tant que Claude Montfort pour honorer les racines, valeurs et connexions de Claude Travers. Un murmure d'approbation parcourut le salon. Le centre culturel Clotilde Travers, baptisé en hommage à ma mère, est le résultat de cette intégration. Un espace où les jeunes du Jardin des Manguiers et des quartiers voisins peuvent avoir accès aux opportunités qui m'ont été données sans avoir à abandonner leurs identités, leur communauté, leurs histoires. Claude fit un geste englobant, indiquant le salon et le bâtiment autour. En seulement un an, plus de 500 jeunes sont passés par nos programmes. Nous avons des partenariats avec des universités, des entreprises et des organisations culturelles. Nos élèves ont déjà obtenu des bourses d'études, des emplois, une reconnaissance artistique. Mais plus important que les chiffres sont les histoires individuelles de transformation dont nous sommes témoins quotidiennement. Il invita Isabelle à parler, lui passant le microphone. En tant que coordinatrice pédagogique du centre, j'ai le privilège d'accompagner ces transformations de près, commença-t-elle, sa voix douce mais ferme. Je vois des jeunes qui, auparavant, ne voyaient pas de possibilités au-delà des limitations imposées par leurs conditions socio-économiques, rêver maintenant d'université, de carrière, de contributions significatives à leur communauté. Elle regarda Claude avec un sourire complice avant de continuer. L'histoire de Claude est extraordinaire dans ses détails, mais universelle dans son essence. Nous tous, à un moment donné, nous nous sentons divisés entre des mondes, des identités, des possibilités. Nous affrontons tous des cages, certaines dorées, d'autres non, qui limitent notre vision de ce que nous pouvons être. Après le discours d'Isabelle, Thomas parla des projets technologiques du centre, suivi par d'autres collaborateurs qui détaillèrent les diverses initiatives en cours. Finalement, Claude reprit le microphone pour clore la cérémonie. Cette exposition ne célèbre pas seulement notre histoire ou le premier anniversaire du centre. Elle célèbre le potentiel de transformation qui existe en chacun de nous, la capacité d'intégrer des parties apparemment contradictoires de nos identités, de transformer la douleur en objectif, les défis en opportunités. Son regard rencontra celui d'Isabelle, et pendant un moment, c'était comme s'ils étaient seuls dans la salle. La cage qui m'emprisonnait un jour est devenue le symbole de ma libération. Et j'espère que ce centre, cette exposition, notre histoire pourront être une clé pour beaucoup d'autres libérations. Des applaudissements enthousiastes remplirent le salon. Lorsque la partie formelle fut terminée, les invités recommencèrent à circuler dans l'exposition, maintenant avec une nouvelle compréhension des œuvres présentées. Plus tard dans la soirée, quand la majorité des invités étaient déjà partis, Claude et Isabelle montèrent sur la terrasse du centre. De là, ils avaient une vue privilégiée du quartier, les maisons simples, les rues étroites, et au loin l'éclat de la mer sous le clair de lune. « Nous avons réussi », murmura Isabelle, s'appuyant sur le parapet à côté de lui. « Oui, nous avons réussi »,
acquiesça Claude, passant son bras autour de sa taille. Mais ce n'est que le début. Qu'est-ce qui vient après? Il sourit, sortant une petite boîte de sa poche. Cela dépend de ta réponse. Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent quand il ouvrit la boîte, révélant une bague simple mais élégante, une délicate pierre bleu turquoise, de la couleur de la mer de Cassis, entourée de petits diamants. Isabelle Naissance tue. M'a trouvé quand j'étais perdu, même quand je ne savais pas que je l'étais. Tu m'as aidé à récupérer mon passé et à construire un nouvel avenir. Ce serait un honneur si tu acceptais de construire cet avenir à mes côtés, comme ma femme. Des larmes de bonheur brillèrent dans ses yeux. Oui, répondit-elle simplement, tendant la main pour qu'il place la bague. Quand ils s'embrassèrent, sous le ciel étoilé de Marseille, Claude sentit que le cercle se refermait enfin. L'histoire qui avait commencé par une séparation tragique, avec une identité perdue dans les eaux de la mer, trouvait maintenant sa résolution dans un nouveau, sa départ, une nouvelle union, une nouvelle identité intégrée. Dans le salon en dessous d'eux, la cage dorée de l'exposition brillait sous les lumières, non plus comme symbole d'emprisonnement, mais comme rappel d'un chemin parcouru, d'un homme qui avait trouvé sa liberté en acceptant toutes les parties de son histoire. 6 mois plus tard, Claude et Isabelle se marièrent sur la plage de Cassis, près du figuier qui gardait les marques de leur premier amour. La cérémonie simple réunit les deux mondes de Claude, amis du Jardin des Manguiers, collègues hommes d'affaires de Paris, François et René Montfort, jeunes du centre culturel, même Amélie et son nouveau petit ami vinrent, en un geste, de réconciliation. Le centre culturel continua de croître, étendant ses programmes à d'autres quartiers. Inspirés par le succès de l'initiative, d'autres hommes d'affaires commencèrent à investir dans des projets similaires dans différentes régions du pays. L'histoire de Claude, racontée dans des livres, des documentaires et des reportages, devint une étude de cas sur l'identité, l'appartenance et la responsabilité sociale. Par un dimanche matin ensoleillé, alors qu'il se promenait dans le marché du Jardin des Manguiers, maintenant revitalisé et agrandi avec le soutien du centre culturel, Isabelle serra la main de Claude, un sourire mystérieux sur ses lèvres. « J'ai quelque chose à te dire, dit-elle, s'arrêtant devant l'étal où une dame âgée vendait des crêpes, suivant la recette traditionnelle de Madame Clotilde. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, qu'intrigué par l'éclat spécial dans ses yeux. « Dans 7 mois, notre famille va s'agrandir. » Claude resta immobile pendant une seconde, assimilant l'information. Puis un sourire radieux illumina son visage et il l'étreignit, la soulevant du sol dans sa joie. « Nous allons avoir un enfant. » La nouvelle se répandit rapidement dans le quartier, célébrée avec la même intensité que les réussites du centre culturel. Pour Claude, c'était un chapitre merveilleux de plus dans une histoire qui continuait à se dérouler de manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer alors qu'il était prisonnier dans sa cage dorée. Cet après-midi-là, il emmena Isabelle jusqu'au figuier de Cassis. Là, avec le même canif qu'il avait utilisé dans sa jeunesse, il grava un nouveau cœur dans le bois. C+I+, un espace laissé pour le nom qu'il choisirait encore pour le fils ou la fille qui viendrait. Si c'est une fille, j'aimerais te l'appeler Clotilde comme ma mère, suggéra Claude, rangeant le canif dans sa poche. Et si c'est un garçon, demanda Isabelle, caressant son ventre encore plat. Claude sourit, regardant la mère qu'il avait un jour séparée de tout ce qu'il aimait, mais qui aussi, indirectement, l'avait ramené transformé. « François, » répondit-il doucement, pour rappeler que la famille ne se définit pas seulement par le sang, mais par les choix que nous faisons, par les liens que nous construisons, par l'amour que nous partageons, même avec toutes les imperfections. Isabelle acquiesça, comprenant la profondeur de ce choix. Clotilde ou François, convint-elle, des noms qui portent des histoires, qui honorent ton passé et célèbrent ton présent. Main dans la main, ils marchèrent sur la plage, laissant les vagues douces mouiller leurs pieds. Claude Travers Montfort, non plus divisé entre deux mondes, mais intégré dans une identité unique, riche et complexe, se sentait enfin complet, libre de la cage dorée qu'il avait jadis emprisonné, naviguant maintenant sur des mers ouvertes de possibilités. Plus vous commentez et partagez,